Je souhaiterais accueillir Jean-François sur scène. Oui, vous savez, juste parce que je vais rester 30 secondes. Jean-François, ça fait 2 fois... Oui, on peut l'accueillir avec des applaudissements. Ça fait déjà 2 fois que je l'écoute, je ne me lasse pas. Je suis sûr que je ne vais pas me lasser d'écouter une 3e fois. Pour vous le présenter, c'est un ex-maire d'une commune, c'est surtout un homme politique, comme on aimerait en avoir beaucoup plus. Alors quand je lui ai dit ça tout à l'heure, il m'a dit « mais ça veut dire quoi ?» Alors je crois que c'est un profond sens du collectif, voilà, dans les situations les plus critiques, et c'est bien ce qui nous réunit aussi. On est face à des transitions compliquées, et puis un très très bel équilibre du je, de l'énergie individuelle, et du nous, de l'énergie collective. Et donc je vais lui laisser la parole pour qu'il nous raconte un peu comment il a transformé ce territoire sinistré en une réussite exemplaire. Merci beaucoup Jean-François. Bon, ça s'appelle créer les conditions de la simplicité et de la détente, hein, un teasing comme ça. Donc, je vais essayer d'être à la hauteur de tes attentes et puis je vais essayer aussi, enfin, difficile, mais de ne pas être trop redondant parce qu'un certain nombre d'entre vous m'ont dit m'avoir déjà vu à Lyon il y a quelque temps, d'autres endroits. Et bon, mais la pédagogie, c'est la répétition, donc de redire un certain nombre de choses, c'est pas du luxe. Et puis voilà, il y a forcément des avancées. Depuis la dernière fois qu'on avait fait une intervention. Alors, c'est surprenant que je sois là, pour moi comme pour vous, puisque je ne suis pas du monde de l'entreprise. Quoique, qu'est-ce qu'on appelle une entreprise? Bon, moi, je suis effectivement un élu. Hein, j'ai été vice-président de région, j'ai fait 4 mandats de région. Je travaille avec Jérémy Rifkin, pour ceux qui connaissent, qui développe le concept de 3e révolution industrielle, ce qui fait que ça m'a beaucoup mis en lien avec... les acteurs économiques, parce que pour moi c'est une question clé en tant qu'élu, la relation à l'économique au sens large. Et donc du coup, ça c'était la dimension régionale, du coup je suis surtout là pour la dimension de maire, et je vais vous faire un récit dans lequel je vais essayer de répondre aux consignes, évoquer les questions d'innovation, qu'est-ce qui fait que ça peut permettre de faire bouger des lignes, quel que soit l'endroit d'où on parle, ça peut être dans l'entreprise, mais ça peut être ailleurs. Des questions de développeurs, finalement. Je crois que c'est ça qui nous réunit le plus, hein, c'est une envie d'entreprendre et de réussir. Et donc, derrière développeurs, on retrouve les questions de prise de risque. Quand on est un élu, on est aussi confronté en permanence à ces questions-là, à l'engagement financier, sauf qu'en plus, c'est pas notre argent, donc c'est un petit peu plus compliqué parfois. La question d'embarquement des acteurs, qui est une question absolument clé. Voilà, ça, c'était quelques mots pour introduire ce que je vais vous présenter donc, sur base d'un petit PowerPoint. Alors, Los Angeles, c'est pas Paris, c'est pas Lyon, c'est le bassin minier. C'est un territoire d'exception au sens où il a été complètement formaté par le système DER. C'est pour ça que un de nos échanges avec Renaud, c'est la question du mot système, puisque nous étions dans un système où tout était contrôlé par les OIR, même les jardins, par exemple. Si les mineurs n'entretenaient pas leurs jardins, ils avaient des retenues sur salaire. C'est-à-dire que le contrôle des populations allait jusque dans leurs pratiques de loisirs. Les églises appartenaient aux OIR, les stades de foot appartenaient aux OIR, les écoles, il n'y a que les cimetières qui ne leur appartenaient pas. C'est le seul endroit où ça ne faisait pas système, mais bon, il y a peut-être d'autres raisons. Bon. Donc, dans ce modèle minier qui a impacté d'une manière absolument considérable, par exemple, sur ma commune, le sol a baissé de 15 mètres avec les affaissements miniers, ce qui veut dire que les réseaux d'eau sont fracturés, les bâtiments sont atteints, les points bas changent en permanence. Donc, ça veut dire que quand on subit tout ça, on a une double peine, c'est-à-dire qu'il faut à la fois se remettre à niveau, corriger les impacts. Pour le coup, on est un prototype du non durable, finalement. Hein. Les hommes meurent à 50 ans de la silicose ou des accidents. Le territoire est, sur le plan environnemental, extrêmement impacté. Son attractivité est plus que douteuse. Si je vous dis, venez passer vos vacances chez moi, je ne suis pas sûr que vous veniez, quoique ça commence à changer, un peu.
Mais donc, du coup, on est effectivement sur une exploitation qui nous a laissé une situation de crise majeure. Je le pointe parce que c'est un des éléments, un des vecteurs. Il m'est arrivé, quand je discute avec des collègues ailleurs de toute la France, qui me disent « Oui, mais toi, c'est trop facile, quoi. C'est tellement la merde chez toi que tu es obligé de réagir. » Bon, c'est pas si simple. Parce qu'Hénin Beaumont est à 12 km de Los Angeles, c'est pas exactement la même réponse que celle que je vais vous développer là. Et donc, il suffit pas d'être dans la merde pour s'en sortir, dit autrement. Et donc, mais néanmoins, le process de qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on a une énergie de la transformation, oui, il y a une question à ce moment-là. Parce qu'il n'y a pas de transition, il n'y a pas d'innovation sans engagement. Et donc, le moteur de ça est un élément intéressant. Alors, cet héritage post-industriel qui caractérise ma commune, je vais passer rapidement, plutôt pour m'arrêter là quelques instants sur cette slide un peu conceptuelle et politique. Mais vous m'avez invité, il faut assumer. En fait, le vécu pour être dans les milieux de la transition depuis 30 ans et bourlinguer, avoir connu ces enjeux-là bien avant. Petite anecdote, j'ai reçu le président de la République, Emmanuel Macron, enfin François Hollande aussi. J'ai une petite fierté, là je dis le jeu, c'est que les terris de Los Angeles sont un peu devenus la roche de Solutré, proportion gardée, des enjeux de transition. C'est-à-dire que c'est ces tendances de grimper le terri pour un président de la République. Et d'ailleurs, Macron, quand il était venu, il avait repris sur tous ses réseaux sociaux la photo en haut du terri. Enfin, voilà, c'était... Pour quelqu'un qui représente un peuple totalement déclassé et dépassé par l'histoire, ça participe des processus de relever la tête, mais j'y reviendrai. Et donc, pour revenir sur cette dimension un peu politique de ce qui se vit à Los Angeles et de là où je challenge nos politiques de haut niveau, c'est la conviction, c'est plus qu'une conviction, c'est des faits, et on pourrait discuter si vous n'en êtes pas d'accord, qu'en fait, ce qui caractérise notre époque, c'est qu'on a un ancien modèle de développement qui est mort. Alors dit comme ça peut vous mettre en situation de rétractation. Bon, pourquoi il est mort? Alors, il est mort parce que c'est un modèle qui a globalement démarré au XIVe, XVe siècle, les grandes découvertes, la révolution industrielle, la puissance de feu de l'homme qui va sur Mars, qui descend dans l'infiniment petit, on est capable de faire énormément de choses, mais ce modèle est globalement basé sur un accès aux ressources à l'infini. Alors il y a une époque, on a commencé à les chercher dans les colonies, vous me direz qu'aujourd'hui, il y en a qui disent « c'est pas grave, on va aller chercher des ressources sur Mars ». Ben, à un moment donné, il y a quand même un certain nombre de limites à ça. Et le fait que les ressources de la planète ne soient pas infinies est un changement de paradigme. Et qui fait que, progressivement, par exemple, la question du renouvelable, des ressources dites renouvelables, prend le pas sur la question des ressources dites fossiles. Il y a sûrement ici des gens qui travaillent sur des métiers qui utilisent les terres rares. Bon, vous savez que le cobalt est le premier minerai disparu, il en reste un peu au Tanganyika, mais c'est le dernier endroit, et on a comme ça devant nous toute une série de limites de l'accès aux ressources. Et même sur des ressources qui ne seraient pas disparues comme celle de l'énergie, moins il y a d'énergie disponible, plus les prix montent, ce qui veut d'ailleurs dire que dans la question de la transition, le premier impact est social, parce qu'il y a ceux qui peuvent se payer l'essence à 3 € le litre, et il y a ceux qui ne peuvent pas. Celui qui est au SMIC et qui fait 30 bornes pour aller travailler ne peut pas se prendre 1 € d'augmentation. Et donc, ça c'est intéressant, parce que ça veut dire aussi que la transition écologique liée à la question des ressources et des impacts sur la planète a d'abord des répercussions sociales et sociétales. Donc, premier élément, les ressources sont finies. Je ne développe pas plus, j'ai un temps compté. Deuxième élément, les impacts de nos activités rendent l'écosystème planétaire profondément bouleversé et viennent considérablement modifier les conditions de vie ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dérèglement climatique n'est pas un problème qu'il fasse 25 degrés aujourd'hui à Paris. Ce n'est absolument pas un problème. Le problème du dérèglement climatique, c'est chez nous la mutation des modèles économiques. Par exemple, vous savez peut-être, j'avais déjà évoqué, je redis un petit peu du jeu, mais pour avoir porté l'inscription du bassin minier au patrimoine mondial de l'UNESCO, je suis devenu président des sites UNESCO de France. Bon. Le premier cadeau qui m'a été fait était par le conservateur de Versailles, donc c'était Louis XIV qui venait apporter un cadeau représentant des mineurs. C'était ma petite revanche personnelle sur Louis XIV que je n'ai pas connu, mais bon, ça signifie quand même un certain nombre de choses, Louis XIV. Et
Dans cette... pourquoi j'étais parti sur ça, pardonnez-moi, du coup j'ai fait une petite dérive. Bon, c'est pas grave, je zappe, ça reviendra. Mais en tout cas, dans la dimension... voilà, ça y est, j'y reviens. Sur les questions climatiques, pardon, j'étais parti sur l'universel. Le problème, c'est... Chez nous, les vignerons de Bourgogne et de Champagne achètent des terres dans le Kent et en Hollande, ce qui veut dire que les modèles économiques de nos pays sur un certain nombre de dimensions, pas que sur l'agriculture, vont être profondément impactés. Jean Jouzel, quand nous étions à Lyon, disait le sud de France va devenir l'Andalousie, l'Andalousie va devenir le sud Maroc, et ainsi de suite. Donc c'est des déstabilisations chez nous, profondes, dans les 30 ans, ça va très vite, mais c'est aussi et surtout des déstabilisations à l'échelle du monde, pour des peuples qui ne pourront plus vivre dans des conditions soit d'accès à l'eau, soit de sécurité par rapport aux événements climatiques, soit la montagne, par exemple, qui s'écroule déjà chez nous. Vous avez peut-être suivi, entre Briançon et Gap, un an et demi d'interruption de la route nationale. Actuellement, c'est la Maurienne qui est bloquée pour aller vers l'Italie, parce que la montagne, elle descend. Bon, donc il y a des impacts liés à ce dérèglement climatique qui font que, effectivement, le modèle tel qu'il était jusque-là doit évoluer. Alors, il y a encore des gens dans le déni, c'est normal, parce que quand on perd quelque chose qu'on aimait beaucoup, c'est un travail de deuil, et donc nous avons en matière de transition à faire un travail de deuil. La difficulté qu'on a, c'est que devant nous, il y a du brouillard, et c'est pour ça qu'on a une société en sidération. Mon sujet, c'est la transition ce soir. On a une sidération. Pourquoi on a une sidération ? Parce que devant nous, il y a du brouillard, on ne voit pas apparaître un nouveau modèle. Et on est une génération qui est dans une espèce de sidération entre un monde qui s'en va, dont on voit bien qu'il s'effiloche, et un nouveau monde qui n'apparaît pas, encore, clairement. Il y a des signaux faibles. J'ai dit tout à l'heure la question du renouvelable, par exemple. On peut aussi dire que la question du digital et de l'accès à la connaissance est profondément bouleversée par en gros le net et tout ce qui va avec, que du coup l'accès à la connaissance et au savoir est profondément bouleversé. Tout le monde, ici on met une webcam, on communique avec l'Australie en temps réel, on a des algorithmes qui, tout à l'heure on va nous parler d'intelligence artificielle, donc je ne suis pas compétent, mais je me doute que ça va déstabiliser un peu les représentations. Ce qui veut dire que si les conditions d'accès au savoir changent, les conditions d'accès au pouvoir et les exercices du pouvoir changent. Et donc c'est un prodigieux changement de paradigme à l'échelle de toute la planète. Même Poutine est affronté à ça. Il y a des informations qui fuitent, même les Chinois. Et chez nous, c'est pareil. Donc je donnais ça comme étant deux exemples d'éléments au cœur d'un nouveau modèle qui apparaît et qui tend à se définir. Et ce qui est intéressant dans l'exemple de Los Angeles, qui a donné ensuite place à la fabrique des transitions, j'en dirai quelques mots en conclusion tout à l'heure, c'est qu'au niveau global, on n'arrive pas à attraper ces questions-là. Elles sont dans les mains de plein d'acteurs, la concurrence internationale, enfin je ne vous fais pas le dessin, vous êtes dans les milieux économiques. Par contre, à l'échelle du territoire, le territoire est un chaudron dans lequel on a tous les acteurs, dans lequel on peut attraper peu ou prou le systémique, donc les questions économiques, sociales, environnementales, et où le territoire va permettre de la conduite de changement plus facilement que si on est dans des approches macro. Et donc, en conclusion de cette slide sur laquelle j'ai pris du temps, mais qui conditionne tout ce que je vais dire après, c'est qu'on voit bien finalement que la transition n'est pas une affaire d'ajustement technologique successif, même si on a besoin des cultures d'ingénieurs, on a besoin des réponses techniques, évidemment, il vaut mieux le solaire que le charbon, et ainsi de suite, évidemment. Mais le plus difficile sujet, c'est que passer d'un ancien modèle à un nouveau modèle, c'est un enjeu de nouvel imaginaire, et donc, comment avoir un imaginaire du développement qui n'est pas plus grand, plus vite, plus haut, plus fort. Le dernier immeuble, peut-être je vais en provoquer certains d'entre vous, mais est-ce que le développement, c'est d'avoir le plus grand immeuble du monde à Dubaï, et puis ensuite à Shanghai, et puis ensuite, etc. Ou on peut dire ça de la bagnole, ou on peut dire ça de plein de choses. Bon. Et donc, on voit bien que avoir un imaginaire qui va être beaucoup plus dans le respect, la résilience, le lien, le vivre ensemble, tel qu'on a pu le voir avec des crises comme celle du Covid, eh ben, c'est pas évident de transformer cet imaginaire du plus grand, plus haut, plus vite, plus fort vers d'autres types d'imaginaires.
Et donc on a un premier sujet, c'est comment on fait apparaître des nouveaux imaginaires. Et de ce point de vue-là, le territoire est très précieux parce qu'on est dans la proximité des habitants et de leurs attachements. Si vous connaissez le travail de Bruno Latour, qui a beaucoup travaillé, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, il a travaillé sur la question des attachements. Qu'est-ce qui compte vraiment, nous tous, dans nos vies, et du coup des controverses qui se déclenchent quand on a des transitions, puisqu'il y a des renoncements qui arrivent avec ce changement de modèle. Donc premier sujet, nouvel imaginaire. Et deuxième sujet, admettons même qu'on admette qu'il faille changer d'imaginaire, eh bien nous allons nous fracasser tous sur les résistances au changement que nous avons tous, moi le premier. Et donc je donne par ça un exemple, si à 3 ans on vous a mis 7 couches de sur votre tartine et que vous en mangez jusque maintenant, on va vous dire non, le c'est pas bon, hein, parce qu'il y a de l'huile de palme, il y a ça, ouais, mais c'est bon quoi, le Et donc, il y a des réponses très basiques à la résistance au changement, comme il y a des réponses beaucoup plus élaborées, du type perte de position dominante, perte de pouvoir, perte de reconnaissance de mon métier. J'étais raffineur chez vous me proposez de faire des pales d'éoliennes, vous êtes gentil, mais ce n'est pas mon métier, je ne sais pas faire ça. Et donc, vous voyez que ça déplace le curseur de la question de la transition vers d'autres types de logiques. Alors, ce qui veut dire, et là je vais accélérer considérablement, ce qui veut dire que, en reprenant l'exemple de Losanguel, mais ça on l'a décrypté de manière rétrospective, on a d'abord commencé, on ne savait pas où aller, tout s'est arrêté, 9 puits de mine hein, sur ma commune, on a d'abord commencé par dire qu'est-ce qu'on a entre les mains, qui on est, quoi, qu'est-ce qu'on a dans les tripes, qu'est-ce qui nous fonde. Et donc on est un peu parti de nos questions d'identité et de changement de regard. Vous voyez, ça c'est des opérations que j'avais montées avec des TUC, ceux qui se rappellent des travaux d'utilité collective, il faut une certaine génération, et où on a fait du land art sur les terris, qui étaient des tas de déchets que tout le monde voulait raser. Et nous, on faisait de l'artistique avec ça. C'était un changement de pied. Quand j'ai créé une école de parapente, par exemple, en 1993, et là, TF1 venait filmer des ailes rose bonbon sur fond de terri noir. Alors, TF1, ils adoraient ce truc-là. Bon. Et les habitants du territoire voyaient eux-mêmes l'image de leur territoire, donc leur image, commençait à s'éloigner progressivement de cette image des losers, des perdants d'un monde qui s'en va, des déclassés, pour devenir finalement, nous reprenions notre destin en main. À l'époque, on n'avait pas encore construit tout ça. Voilà. Alors, derrière ça, là pour le coup, je ne vais pas détailler, mais c'est démarré par un projet de ville qui s'est construit, il fallait réviser notre plan d'occupation des sols. Moi, j'ai tout arrêté les analyses techniques en disant qu'est-ce qu'on veut devenir, quoi, et comment arriver à se donner un cap. Et donc là, au fur et à mesure, j'égrène des éléments qui me paraissent centraux, c'est-à-dire que comment on peut coopérer, comment on peut se mettre en mouvement s'il n'y a pas de cap. Et si ce cap est imposé, il ne va pas créer l'adhésion. Donc comment arriver à faire émerger une vision co-construite avec les habitants, partant de leurs problèmes, partant du décalage qu'il va y avoir avec des experts, enfin, ça passe aussi par des déstabilisations de nos représentations, d'aller voir autre chose, pour progressivement faire émerger un projet de ville et déterminer une vision. Alors je dis souvent, parce que dans les territoires, tout le monde rêve de la vision. Pour un territoire, la vision d'un territoire, c'est pas Bernadette Soubirous qui a vu la Vierge à Lourdes. Là aussi, les jeunes n'ont peut-être pas entendu parler de ça, mais il fut une époque où Lourdes, c'était important, c'était stratégique, c'était la vision, quoi. Non, vision de territoire, c'est pas ça. Notre vision, c'était d'abord tout ce qui va vraiment pas. L'eau était une catastrophe, là. Elle était le double de la norme, les mineurs n'arrivaient plus à payer le charbon puisque la mine était fermée, or les maisons n'étaient pas isolées vu qu'avant on avait charbon gratuit. Donc en fait, on est parti de nos problèmes. Et sur chacun de nos problèmes, on a commencé à proposer des stratégies ambitieuses. Par exemple, Losanguel a maintenant, depuis plus de 15 ans, toutes ses eaux de pluie récupérées et nous ne consommons plus d'eau potable pour les usages de la ville. Et des fois, je vais à Perpignan, qui crèvent de chaud et de sécheresse, et il y a plein d'endroits où on est confronté, et je leur dis, mais elles sont où vos cuves de récupération? Ils me regardent avec des yeux comme des billes, ils disent, oui, enfin, en gros, ce serait peut-être bien qu'on s'y mette, quoi. Bon, nous, ça fait plus de 20 ans qu'on fait ça, mine de rien, c'est de l'économie, alors je ne sais pas s'il y a des gens de je ne veux pas être désagréable, mais je ne vois pas quel est l'intérêt d'aller donner de l'argent à pour arroser un terrain de foot avec des pesticides et sur l'argent public, alors qu'on peut le faire avec de l'eau de pluie.
Bon. Et j'aurais plein d'anecdotes à vous raconter sur comment les habitants, moi j'y allais comme ça à pas de velours. Je me rappelle à la buvette du match, parce qu'un maire, les élections, ça se gagne aussi à la buvette du match de foot, bon, où je viens voir, parce qu'on avait installé les premières cuves sur les vestiaires, et je m'excusais d'avoir dépensé 5 000 € pour faire une cuve, etc. Et je me rappelle d'un type qui était comme ça au comptoir, avec sa bière, bon, et qui me dit, mais pourquoi tu ne l'as pas fait avant ? Et cette réflexion a changé ma vie. C'est-à-dire qu'en fait, on se représente des freins dans la tête des acteurs, et là, ils disaient, mais c'est juste du bon sens ce que tu fais. Tu arroses un terrain de foot avec de l'eau de pluie, enfin, qui peut aller contre ça? Bon. Et puis, on a généralisé ces processus, on a généralisé l'éco-construction. Aujourd'hui, à peu près 10% des familles ne payent plus de chauffage à Los Angeles. Pourtant, on n'est pas à Perpignan. Bon, on n'est pas non plus sur la banquise, hein, mais quand même, il fait un petit peu plus froid que dans d'autres endroits. Alors, je dis 10% parce que la transformation d'un parc de logement, c'est du très long terme. Hein. Ce qui veut dire que pour des familles qui n'ont pas beaucoup d'argent, c'est des baisses considérables de charges. C'est évidemment un enjeu environnemental puisqu'on n'envoie plus de carbone dans l'atmosphère. C'est une préservation de nos ressources et une indépendance énergétique. Quand je vois le pognon qu'on donne ou au Qatar qui vient racheter nos clubs de foot ou aux Russes et on voit ce que ça donne, je me dis l'énergie qu'on ne dépense pas est la plus intelligente, la plus saine, la plus finalement garante de paix sociale. Bon, et donc l'investissement dans l'éco-construction, les éco-matériaux est devenu un axe majeur de Los Angeles qui a donné plus tard lieu à la mise en place d'un pôle de compétitivité sur les écomatériaux. Et donc maintenant, on a en même temps, on récupère les eaux, donc ça fait 19e siècle, et en même temps, on a un pôle de compète. Un pôle de compète, alors ça le fait. Quand je dis à Jérémy Rifkin qu'on a un pôle de compète, là, il parle pas de Silicon Valley, il parle de Transition Valley. Enfin, voilà, c'est un peu d'innovation technologique, c'est pas désagréable non plus en termes de signaux. Bon, et donc cette alchimie des deux est tout à fait intéressante. Alors derrière ça, je vais passer. Un écosystème a commencé à émerger. Finalement, je vais changer un peu mon propos par rapport à d'habitude pour dire que ce qui s'est construit, en fait, c'est une capacité à entreprendre ensemble, une capacité à oser ensemble enfreindre la pensée unique. Parce qu'il y en a plein, des pensées uniques. Vous en avez, vous, dans votre job. En termes sociétal, il y en a plein. Et donc, la construction de la confiance qui s'est bâtie sur nos premières réussites, le fait que les habitants soient mis en situation d'action, je viendrai dans la conclusion, ça c'est absolument clé, j'en profite pour traiter ce point-là parce qu'il est majeur de mon point de vue, c'est que les neurosciences nous apprennent, par exemple là je vous fais une petite conférence, vous êtes gentils, vous me souriez pour un certain nombre d'entre vous, pas tous, j'observe ceux qui me font la gueule, mais bon, ça fait partie du job. Ok, tout ça est sympa, mais demain matin ça ne va pas changer vos pratiques. Ça c'est démontré. Par contre, si ensemble on fait une action, on utilise des chemins neurologiques différents, on se met à construire un process différent, et là, ça vient changer nos comportements. Et du point de vue des neurosciences et des sciences comportementales et de la psychologie sociale, qui, de mon point de vue, deviennent des questions majeures, parce que, je vous rappelle quand même, ça fait 30 ans qu'on dit qu'on va dans le mur sur le dérèglement climatique, que la situation s'aggrave et que même des fois on se demande si on n'accélère pas. Donc il y a quand même une dissonance cognitive, comme disent les sociologues, entre ce qu'on dit qu'il faudrait qu'on fasse et ce qu'on fait collectivement. Bon. Et donc, on revient là à un des ressorts que ce n'est pas si simple que ça de changer de paradigme et de changer ses propres chemins neurologiques. Et du coup, le fait de mettre les habitants en action, mais là je le dis parce que ça renvoie aussi à vos entreprises, évidemment, le fait d'être en action nous permet de construire de nouvelles façons d'aborder les questions. Petit élément quand même non négligeable, on a fait 82,1% des voix, ce qui était le plus gros score du Nord-Pas-de-Calais, là où il y avait 2 listes. Alors, je ne vous ai pas dit, vous devez un petit peu vous en douter, j'ai une tendance un peu beaucoup écolo. Bon. Je suis une totale erreur de l'histoire dans le bassin minier. Normalement, les écolos, ils prospèrent là où les gens, ils n'ont pas que plus 5 ou plus. Au milieu des mineurs, des prolos et des gens dans la difficulté, c'est difficile. Mais en fait, qu'est-ce qui fait que ça a fonctionné comme ça? C'est que les gens disent c'est du bon sens, on reprend prise sur notre destin, on change notre image collective et individuelle.
Tout est fait dans la coproduction. Bon, là, je suis en train de vous faire mon programme électoral, mais de toute façon, je ne me présente plus à des élections, donc il n'y a pas de problème. Ce que j'essaye d'exprimer par là, c'est que quand on vous dit que la transition n'est pas populaire et qu'elle n'est pas tendance, etc., et qu'en gros, ça fait chier tout le monde, quoi. Bon. Et que le score de la ville du Nord-Pas-de-Calais, qui était la plus engagée là-dessus, en plus, moi, j'étais vice-président de région, je suis archi visible dans ma région, revendiquer la transition, eh bien non, la transition n'est pas antipopulaire. Je vous le dis aussi parce que là aussi, il peut y avoir des taquets, des difficultés, et on se met des propres limites. Alors, bon, je passe, parce qu'en fait, j'ai consommé du temps sur des slides mais conceptuels, mais en même temps qui sont quand même extrêmement importantes puisqu'elles essayent de donner les ressorts. Bon, du coup, voilà, vous avez quelques photos. Bon. Ah, tiens, je vais quand même vous faire une anecdote avant d'aller sur les conclusions pour essayer d'illustrer le concept de systémique et d'une autre mesure de la valeur. On a rétabli à Los Angeles 15 km de tram verte parce qu'il n'y avait plus de nature, urbanisation, destruction par le modèle industriel, etc. Et on y a planté des vergers, des arbres qui étaient préservés dans les conservatoires génétiques, qui étaient des arbres du Nord-Pas-de-Calais depuis des siècles, et qui donc survivent sans traitement chimique. Bon, ok, la peau des pommes, elle est un petit peu abîmée, mais il faut savoir, est-ce que vous voulez des légumes moches mais bons, ou est-ce que vous voulez des légumes beaux mais remplis de saloperies? Ça, c'est votre affaire. Je le dis parce qu'il y a un vrai débat avec les consommateurs à cet endroit-là. Bon, néanmoins, on remet des arbres fruitiers en accès libre, on en plante sur 15 km et à un moment donné, les arbres se mettent à donner. Et donc, un sport national s'installe à Los Angeles qui est le sport de faire des confitures. Alors souvent, je demande, alors vous, je ne sais pas, est-ce qu'il y a ici des gens qui ont déjà fait des confitures? 1, 2, 3, en général, ça hésite, puis les mains commencent à se lever, puis en fait, on s'aperçoit qu'il y a au moins la moitié de la salle qui a fait des confitures. Donc, ce n'est pas trop ringard que j'aborde ce sujet-là. Bon. Quand vous avez 50 kilos de pommes et que vous vous mettez à faire des confitures, vous n'allez pas en faire un pot. Vous allez en faire une vingtaine. Vous allez en garder 10 pour vous, pour votre année. Vous allez peut-être en donner à vos parents ou à vos enfants, selon votre âge. Et peut-être que vous offrirez un pot de confiture à votre voisin. Si vous offrez un pot de confiture à votre voisin, il ne vous fera plus jamais la gueule. Par contre, si vous mettez des tuyas de 3 mètres de haut pour surtout jamais le voir, et que vous voulez une plus grosse bagnole que lui, ça nous renvoie au modèle de la richesse, eh bien, ça se terminera en conflit de voisinage chez le maire. Ce qui veut dire que planter des arbres pour la biodiversité est bon pour le vivre ensemble. Voilà un exemple d'illustration du systémique, que finalement, par des approches d'aménagement, par des approches de gestion de l'espace, eh bien, on peut générer d'autres types de pratiques qui vont être porteuses de liens. Et je peux juste vous dire que dans la période Covid, on avait un gros problème, c'est qu'on avait 3 fois plus de propositions d'intervention que de personnes isolées. Et donc, les personnes isolées, elles avaient toute la journée des gens qui passaient parce qu'on ne pouvait pas dire aux bénévoles, on leur avait dit, venez aider les pauvres malheureux. Et alors, ils étaient là, les bras ballants, pourquoi moi, je n'ai pas le droit d'avoir une personne isolée à m'occuper, quoi. Bon. Et donc, ça, c'est des productions d'un autre système de valeurs. Et on est au début de ces questions-là. Donc, je passe, j'en ai dit quelques mots. Je voudrais faire une focale, je choisis sur Mines de Soleil, parce que ça renvoie... Alors, quand même, vous êtes du monde économique, pour vous dire que du coup, la ville est devenue une espèce de terreau d'expérimentation de plein d'approches, comme par exemple l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, que je n'aurai pas le temps de développer, mais qui est l'entrée par les usages, qui est au cœur de vos métiers, c'est-à-dire que la conception même des produits économiques, finalement, dans une entrée où vous avez les usagers, comme vous avez les apporteurs de solutions, devient un enjeu clé de la production. Et en tout cas, dans mon territoire, c'est comme ça que ça se passe. Si vous arrivez avec vos certitudes, vous rentrez chez vous. Si vous venez avec une démarche qui va nous permettre... Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes avec les marchés publics et tout, ça se contourne. Enfin, ça se contourne, il faut créer les conditions d'eux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les nouveaux modèles économiques vont être avec des entrées territoriales de plus en plus marquées, parce que la question des usages devient stratégique, et que donc du coup, elles amènent à des nouvelles alliances dans la façon même de concevoir les produits, ou dans la façon de les développer, ou dans la façon de les faire vivre. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je parlais aujourd'hui sur la question énergétique, la question des changements de comportement est aussi importante en impact que la question de la technologie utilisée. Alors, c'est frustrant parce que je n'ai pas le temps de développer la question économique, mais dire quand même que
avant de donner ma conclusion, parce que l'heure file, cette histoire, elle est très belle. Los Angeles, les terris, le charbon. J'ai dit tout à l'heure, changement d'imaginaire. Donc on commence par mettre une centrale solaire au pied des terris. C'était avant 2000, hein, c'était il y a déjà un paquet de temps. Et d'ailleurs, on a failli accueillir la COP 21 quand elle se tenait à Paris. On était la seule visite de terrain de la France. Pourquoi? Parce qu'on avait construit tout notre argumentaire autour de, finalement, la dette en carbone de nos histoires énergétiques. Elle est sous nos yeux que le terri. Et le fait de mettre des capteurs solaires au pied, c'est finalement le passage d'un monde à un autre. Et on voit bien qu'on commence à être dans la transformation des imaginaires. Nous sommes une terre d'énergie, mais la question de l'énergie évolue, c'est plus celle du charbon, ça va devenir celle d'un modèle beaucoup moins impactant sur le climat, etc. Ok. Derrière ça, on fait l'établissement personnes âgées, les services techniques de la ville, et l'église perd ses tuiles. Et donc, on doit refaire les tuiles. Donc, évidemment, à ce moment-là, on se dit, bon, on va le mettre en œuvre sur l'église, ce qui n'était jamais arrivé en France. Donc alors là, toutes les pensées uniques, que va dire le curé, tous les fantasmes, or que le curé, c'est un brave type, quoi, il aime le solaire comme tout le monde, bon. Et on associe, parce que je ne vous ai pas développé, je suis obligé de faire des choix, parce que tout se fait sur une intense construction collective avec les habitants. Donc on a énormément de processus de co-construction, et puisqu'on va refaire l'église, on va la faire avec la communauté catholique. Donc on se réunit avec, je ne connais pas bien les noms, les diacres, tout ça, bon, je ne suis pas trop mon milieu, mais, et on travaille avec eux, et on élabore cette magnifique église qui devient la première de France. Donc pour l'inaugurer, j'invite le pape, qui n'est pas venu, mais du coup, les habitants, la communauté catholique, monsieur le maire, le pape, il a quand même beaucoup de boulot, mais bon, quand même. Bon, alors l'évêque, lui, par contre, nous fait un super texte, et il se réjouit d'à quel point l'Église prend sa part de la transformation du monde. D'ailleurs, ceux qui veulent lire des propos révolutionnaires, je vous invite à lire Laudato Si, qui est l'encyclique du pape, qui est juste un écolo dit ça, on dit... C'est comment il dit Macron, un amiche. Ah, c'est un amiche. Bon, l'évêque dit, nous prenons notre part, on n'est pas en dehors du monde. Là aussi, vous voyez, ça renvoie à cette question des interdits, des modèles de pensée unique. Bref, ça cartonne et ça crée un tel élan que on se dit, on va mettre en place un plan solaire participatif parce que tout le monde se met à avoir envie d'investir dans le solaire. Je vous donne le résultat pour pas que ce soit trop long. 120 familles amènent une partie de leurs économies. Avec ça, on a créé une SAS dans laquelle la ville a 10% des actions. Je le dis parce que c'est des nouveaux modèles économiques aussi, c'est intéressant de regarder ça, où les habitants en gros ont 40% des parts. Il y a un investisseur, la Société d'économie mixte Nord-Pas-de-Calais d'investissement sur les énergies renouvelables. Et on s'est mis à faire toutes les toitures de la ville. On a un rendement de 3,75%, et tenez-vous bien, on a trop de sous. Donc nous cherchons des toitures. Nous tapons aux portes des gens, donc alors les habitants me tirent par la manche et disent « Monsieur le maire, il y a le garage, on ne pourrait pas proposer au garage d'aller mettre des capteurs ?» C'est-à-dire que la question solaire, qui est quasiment un impensé dans notre région, est devenue, à l'inverse, quasiment un objet de rêve partagé, merveilleux, de couvrir la ville de capteurs solaires. Et je terminerai sur les étoiles pour dire qu'une de nos étoiles, c'est d'être la première ville intégralement solaire de France, alors qu'on est collé à la Belgique. Je ne vous fais pas de dessin sur la Belgique. Bon, alors, je passe rapidement. Voilà, bon, tout ça c'est du baratin. Du coup, transformation de notre site minier qui devient un lieu qui est en même temps un lieu de vie, un lieu de culture, un lieu de mémoire, mais en même temps un lieu avec de puissantes activités extrêmement modernes. Cluster, ce qui explique d'ailleurs ma relation avec le monde du BTP, puisque moi, l'écolo, j'accueille les gens de chez Bouygues, toute la bande, quoi, voilà, des grands poids lourds du BTP qui me disent « mais c'est chez vous que ça se passe ». C'est là que ça s'invente, on a en plus des très bonnes relations humaines. Nous, on ne veut pas rater ce virage de l'éco-construction. En plus, il y a les Belges et les Hollandais qui sont bons, et qui viennent piquer les marchés. Bon, bref, et on fait alliance. Ça aussi, c'est intéressant, les nouvelles alliances au service de la transition. Alors, on devient démonstrateur de conduite de changement, on crée la fabrique des transitions. C'est un peu frustrant, mais c'est ainsi. Et je voulais terminer là-dessus parce que c'est le jus
de tout ce que j'ai essayé de vous dire comme ça de manière un peu impulsive. Et là, c'est construire. Bon. Finalement, ça, c'est un code source de l'histoire de l'os, travaillé avec des experts, des évaluateurs, des journalistes, que j'ai ensuite, croisant quand même un certain nombre de milieux économiques, on me demande souvent des interventions dans des milieux comme les vôtres pour un peu challenger et déstabiliser les représentations. Ça fonctionne aussi avec les milieux de l'entreprise. Donc je vous le décrypte un peu plus finement. Finalement, dans l'exemple de Losangoel, testé sur d'autres communes et dans d'autres lieux, on s'aperçoit que si on se coupe de notre socle de valeurs, de qui on est, de qu'est-ce qui nous constitue, on n'arrivera pas à entreprendre. Dit autrement, si vous demandez à des gens de se renier pour se transformer, ça n'est pas possible. Et donc, si moi je dis aux mineurs, mais vous ne voyez pas à cause de vous l'état du monde, alors qu'ils y ont laissé leur peau, que pour certains ils sont venus de Pologne, ils sont venus du Maghreb, de travailler dans des conditions infernales, c'est juste impossible. Ce qui a des conséquences aussi, par exemple, avec le monde agricole. Si on met le monde agricole en désignation de la culpabilité, évidemment, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont serrer les poings pour venir me casser la gueule. Si on leur dit, ben non, on vous a demandé dans les années 50, votre histoire, ça a été d'apporter de la nourriture à tout le monde, etc., etc. Et aujourd'hui, les évolutions du monde font que le modèle doit évoluer. C'est pas du tout pareil dans la façon de mettre. Donc cette question de, et c'est vrai pour l'entreprise, cette question de quel est notre socle de valeurs, qu'est-ce qui nous constitue, qu'est-ce qui est notre fil à plomb, et du coup, comment de ça on a une approche dite de mise en récit. Avec Fabrique des Transitions, on est devenu des experts de la question de la mise en récit de la transformation, et notamment des territoires, alors on a un socle qui nous donne du sens et qui nous arrime, qui nous rend forts. Sur ça, les organisations, ce n'est pas les organisations qui font le pas de côté, jamais. C'est les individus dans les organisations. Ça veut dire que la question du PFH, le putain de facteur humain, la question du leadership que vous manipulez en permanence dans vos milieux économiques est une question clé, qui vient heurter certains raisonnements, parce qu'en même temps, j'ai dit qu'il faut faire collectif. Mais les collectifs fonctionnent aussi avec des leaderships, et même grâce à des leaderships. Par contre, ce ne sont pas des leaderships surplombants. Ce sont des leaderships de service, ce sont des leaderships coopératifs au service d'un processus ascendant. Et d'ailleurs, on travaille aujourd'hui à des logiques d'école de dirigeants de la transition. Comment apprendre à être dans ces postures et de leadership, finalement, ce que tu disais Renaud, de dire « je », mais dans un « nous », et d'assumer la prise qu'on prend chacun dans un système plus collectif. Les 4 piliers, c'est les processus d'implication habitante, parce qu'on change dans l'action, parce qu'il y a plus d'intelligence en écoutant l'expertise d'usage des habitants, parce que les projets sont mieux appropriés si les gens ont mis la main à la pâte. Bref, si on veut de l'efficacité et de l'intelligence, il faut coproduire. Donc ça, c'est absolument central dans Losangoel. 2, il faut penser systémique. Je fais l'impasse, je n'ai pas le temps. Et puis en plus, c'est moins vrai ici, c'est plus vrai quand je suis dans les collectivités. Mais si on n'articule pas ensemble les questions sociales et environnementales, par exemple, alors la transition n'est plus juste, et donc elle est rejetée, et donc elle ne peut pas se développer. Et donc, ça renvoie à des méthodes de transversalité, etc., que je ne développerai pas. Troisièmement, ça va vous plaire, une innovation. C'est une désobéissance qui a réussi. Donc, c'est quoi des politiques publiques de la désobéissance? Alors, en général, ça excite tout le monde, parce qu'on a tous un côté adolescent attardé. Désobéir, c'est tellement bien. Bon, donc c'est sympathique, la désobéissance. Bon. Là, non, évidemment, pour qu'il y ait une innovation qui fonctionne, il faut qu'il y ait un cadre, un minimum. Donc, on n'aura pas le temps d'en parler là plus, mais quand même, cette construction d'un cadre pour l'innovation, de quel droit à l'erreur, quel dispositif d'appui, comment on est capable de définir le champ du possible de ces désobéissances, finalement, fait que Losangoel pétille de désobéissance. Il y a des talents qui apparaissent, il y a des gens qui se mettent à entreprendre, il y a un agriculteur, je dirais presque de base, qui est devenu l'un des youtubeurs les plus suivis de France sur ses vidéos. C'est à chaque fois des dizaines de milliers de vidéos, parce qu'il a connecté entre la transformation de son métier, la ville de Losangoel, les process qu'il y a derrière, et du coup, ça fait émerger plein de pépites. Et enfin, je termine par l'étoile et les cailloux blancs, puisque ça, c'est ma petite poétique personnelle. Un peu de poésie, ça ne fera pas de mal, encore que c'est prétentieux de dire ça. En gros, ce que j'essaye de dire par cette image-là, c'est qu'on ne fera jamais la transition par la morale et la contrainte. Jamais. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. À chaque fois qu'on le met en mode morale ou en mode contrainte, ça cartonne.
Comment on arrive à mettre la transition en mode désir? Parce que si vous avez une étoile qui brille dans le ciel, dont vous avez envie, elle vous fait rêver, alors chacun a ses propres étoiles, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Vous avez envie de vous lever pour rejoindre l'étoile. Donc l'étoile qui brille est génératrice de désir. Et donc comment on est capable de faire émerger dans les territoires ou dans les entreprises des étoiles qui brillent et qui nous donnent envie d'entreprendre? Parce que comme la transition n'est pas un long fleuve tranquille, ça va être une désobéissance à l'ancien modèle pour aller sur le nouveau, ça va requérir de l'engagement, ça va requérir de la tripe, ça ne va pas requérir le mode gestion. Mais ça, encore une fois, je pense que ça vous parle dans vos entreprises. Et donc, où sont les étoiles de chaque commune? Où sont les étoiles de vos entreprises? Et comment on arrive à oser rêver? Souvent, je dis aux gens, c'est quand la dernière fois que vous avez rêvé en politique? Et souvent, les gens disent, bah, fait longtemps quand même, fait longtemps. Il faut réhabiliter le rêve en politique. Par contre, enfin, et ailleurs d'ailleurs, hein, bon. Par contre, si vous avez juste une étoile dans le ciel et qu'elle n'est pas pour vous, qu'elle est trop loin, alors ça va générer de la frustration, de la sidération, de la colère même. Rappelez-vous les Gilets jaunes. Ils n'étaient pas invités au banquet de l'accumulation matérialiste, dont on pourrait dire plein de choses par ailleurs. Mais en tout cas, c'était un ressort majeur de leur colère. Bon. Ce qui veut dire que il faut des étoiles, il faut des cailloux blancs qui mènent à l'étoile. Et je l'illustre, Los Angeles, son étoile, une de ses étoiles, on en a plein, un ciel plein d'étoiles, c'est de devenir la première ville dont toutes les toitures sont couvertes par du solaire. Peut-être qu'on n'y arrivera pas, mais c'est notre rêve. Et les habitants de Los Angeles le revendiquent quand ils viennent me tirer la manche en disant « on pourrait en mettre là, on pourrait en mettre là, on pourrait en mettre là ». Et nos cailloux blancs, c'était le premier au pied du terri, le deuxième sur le service technique, l'église, tous les bâtiments publics, etc. Et cette dialectique de l'étoile et du caillou blanc, elle nous permet de tenir le long terme et le court terme. Elle nous permet de tenir le rêve, l'élan et le côté concret, la preuve, qui revient à la question de la conduite de changement dont je vous parlais tout à l'heure. Parce que pour qu'il y ait conduite de changement, il faut qu'il y ait des choses concrètes et des preuves. Sinon, il n'y a pas de conduite de changement. Voilà. Et donc, finalement, l'étoile et les cailloux blancs réhabilitent cette question du changement d'imaginaire, je rêve, et en même temps le remet en mode opérationnel. Je pense que je vais m'arrêter là, parce qu'il y aura un milliard de choses à dire, mais en tout cas, ça donne des résultats thématiques, des kilowatts en solaire, le développement des énergies, enfin, toute une série d'exemples que je vous ai donnés, mais ça donne derrière des résultats systémiques. Le retour de la confiance en moi-même, confiance en mes élus, confiance en mes voisins. Ce n'est pas du luxe dans la société d'aujourd'hui. Capacité à entreprendre ensemble, compétences collectives, prise de risque collective, et si ça ne marche pas, on l'accepte parce qu'on a tellement travaillé ces questions-là entre nous. Bon, je vous en donne deux exemples. Les sociologues, ils s'éclatent à identifier toutes les compétences collectives que ça génère. Voilà. Los Angeles, c'est pas merveilleux, il reste plein de problèmes. Si vous allez vous promener là-bas, des fois des gens disent je suis allé, mais je ne sais pas où est-ce qu'ils pensaient qu'ils allaient, peut-être à Dubaï ou à un grand immeuble, mais ils me disent c'est une ville communaute. Je dis oui, c'est une ville communaute, donc c'est pas un clinquant, mais on a repris prise sur notre destin. Et ça, c'est ce qui change le plus pour les habitants. C'est-à-dire que on n'est plus la victime d'un modèle, de quelque chose qui fout le camp, on a repris prise. Du coup, ça nous donne de la joie, d'entreprendre. Et voilà, je vais m'arrêter là-dessus parce que je trouve que c'est une belle conclusion, donner de la joie. Voilà.